Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième journée de Montréal Connect. Deuxième journée sous la thématique de la culture, créativité et l'IA, deuxième après-midi. Je vais avoir le plaisir d'être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Je me présente, Valérie Bécard. Je suis responsable de la recherche en intelligence artificielle chez ServiceNow et j'ai aussi le grand bonheur de siéger sur le conseil d'administration de Printemps numérique. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, vous allez avoir droit à 3 séances. Naturellement, il y a des pauses entre chacune d'entre elles. La première sera une conférence et les deux autres seront des panels. Pour chacun de ces séances-là, vous avez une période de questions. Donc, gardez vos questions. Assurez-vous bien de pouvoir questionner les panélistes, questionner les présentateurs. On m'a dit que c'est toujours un plus grand plaisir de répondre aux questions que nécessairement de faire une présentation, donc gâtez-les un petit peu. Ça me fait plaisir de vous introduire cette première séance et j'essaie de me retrouver dans mes petits papiers. Donc, conférence IA responsable au gouvernement du Québec. Découvrez les nouvelles orientations éthiques et mesures clés pour 2024-2026 avec Guillaume Bergeron et Martin Soucy, qui sont tous deux du ministère de la cybersécurité et du numérique. Et je vais leur laisser le soin de se présenter plus en détail eux-mêmes. Donc, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus quand même en grand nombre pour nous voir là, donner notre première conférence en 2024, là, portant nécessairement en fait sur les actions 2024-2026. C'est ça qu'on vient en gros vous annoncer aujourd'hui. Je m'appelle Martin Soucy, je suis directeur de l'encadrement de l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, qui est une nouvelle direction qui a été formée à la suite d'une restructuration là, au niveau du MCN. On a dédié une direction pour faire de l'encadrement et on lui a donné une portée gouvernementale. Donc, la direction de l'encadrement, comme on l'appelle de façon plus courte, ça sert à faire justement des orientations et orienter le gouvernement pour qu'il y ait un encadrement de l'IA de façon responsable. Je suis avec mon collègue Guillaume, qui, je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Guillaume Bergeron, je fais partie de l'équipe de Martin, donc dans l'encadrement éthique de l'IA également. Oui, donc, mais en gros, on va diviser la présentation en deux groupes. On va avoir le premier groupe, on va vous parler de la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle 2021-2026. C'est en fait la base, c'est notre stratégie qui nous dit que là, qui coordonne toutes nos actions aussi qu'on va faire pour intégrer l'intelligence artificielle de manière responsable au gouvernement du Québec. Et dans la seconde partie, comme je vous annonçais déjà d'entrée de jeu, on va vous annoncer là, 6 actions qu'on va faire en 2024 et 2026 justement pour favoriser l'encadrement et l'intégration de cette intelligence artificielle-là qui est nécessaire maintenant là, pour accélérer la transformation numérique. Maintenant, on vous a annoncé, comme on venait du ministère de la cybersécurité et du numérique, je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le ministère de la cybersécurité et du numérique. Oui, au moins une personne, 2, 3 personnes, parfait. En fait, je ne vais pas vous la faire une grande présentation. Il y a plusieurs volets. C'est un ministère qui est très, très actif. Il y a tout le volet cybersécurité qui est inclus dans le nom que je ne vais pas traiter aujourd'hui. C'est une autre équipe, un autre sous-ministériat qui s'occupe de cet aspect-là du ministère. Nous, on va plus traiter du volet numérique. Donc, je vous rappelle, au niveau de la mission du gouvernement, en fait, la mission du ministère, c'est qu'on a pour mission d'animer puis de coordonner toutes les actions de l'État, en fait, au niveau du numérique et de la cybersécurité. Mais comme je ne traiterai pas de la cybersécurité, on va se concentrer sur le numérique. Et un des volets, justement, de la mission qu'on a au MCN, c'est justement de donner des grandes orientations dans ce domaine-là. Fait qu'on recommande au gouvernement des grandes orientations spécifiquement maintenant pour l'intelligence artificielle. Et c'est là que ma direction se situe dans cette mission-là de faire ces grandes orientations-là. Donc, j'ai mis une diapositive ici pour vous expliquer un peu, parce que souvent, on dit qu'est-ce que fait le MCN au sein du gouvernement par rapport aux autres organismes publics. Donc, je vais vous les décrire un peu rapidement, parce qu'on va passer à la stratégie. Mais le premier rôle et la première responsabilité qu'on a au MCN, c'est d'élaborer puis de mettre en œuvre la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment le point central. Cette stratégie-là relève de ma direction directement. Donc, moi et Guillaume, on travaille à mettre en œuvre cette stratégie-là.
Du côté des organismes, ils ont la responsabilité de nous appuyer. Fait que vous allez voir qu'il y a des mesures, des actions qu'on peut faire avec des organismes publics et les résultats de ces actions-là, ils font bénéficier l'ensemble de l'administration publique. Il y a aussi fédérer les besoins en IA. Au MCN, on est un peu au centre de ce qui se fait en intelligence artificielle. On récolte les besoins et les initiatives qui sont faites en IA auprès des organismes publics. On va vous traiter là, particulièrement d'une collecte qui s'est passée au début d'année, qui nous a permis d'avoir un portrait là, de l'intelligence artificielle qui se fait dans l'administration publique. Ça nous aide aussi au niveau de l'encadrement. On peut justement ajuster notre encadrement puis voir où on peut intervenir puis c'est comment on peut faciliter cette intégration-là par cette information-là. Aussi, on a la responsabilité de présenter des recommandations sur des bonnes pratiques à faire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est encore une fois le rôle de ma direction de faire ces bonnes pratiques-là pour tout ce qui touche l'encadrement. De manière plus spécifique, on a élaboré un guide des bonnes pratiques pour l'IA générative. Donc, on sait que l'IA générative rentre par la porte utilisateur, la porte où les utilisateurs, on dirait plutôt novices, qui ne connaissent pas trop l'intelligence artificielle, peuvent utiliser des outils pour générer des courriels, des textes comme ça. Il a fallu venir encadrer ça par des bonnes pratiques parce qu'il faut utiliser ça de manière éthique, de manière aussi responsable, mais aussi sécuritaire. Fait qu'on a élaboré ce premier guide qui va éventuellement être rendu public là, dans les prochaines semaines. Aussi, on a aussi un centre d'expertise en intelligence artificielle, en automatisation et en analytique là, au sein du MCN. Ce centre d'expertise-là regroupe des experts plus appliqués de l'intelligence artificielle, plus dans le développement, les algorithmes. C'est des spécialistes dans vraiment implanter l'intelligence artificielle pour justement aller tirer des bénéfices. Mais ce centre d'expertise-là est là aussi pour donner des conseils là, et accompagner les organismes publics qui en ont besoin lorsqu'ils veulent se lancer dans un projet d'intelligence artificielle ou aussi lorsqu'ils veulent expérimenter l'intelligence artificielle. C'est important d'expérimenter. On a un centre d'expertise justement pour ça. Et aussi, on établit des liens avec l'écosystème. Vous savez qu'au niveau de l'encadrement de l'intelligence artificielle, ça bouge vite. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. On parle de la loi en Europe. Il s'est passé des choses en Californie, en Ontario, au Canada. Il y a des choses qui se passent au niveau de l'encadrement. Nous, on essaie de tisser des liens avec cet écosystème-là, autant au Québec qu'à l'étranger, pour apprendre le plus possible de ce qu'ils font et de ramener là, ces connaissances-là pour faire le meilleur encadrement possible pour le gouvernement du Québec. Alors, ça fait un peu le tour là, pour les rôles et responsabilités. Je vais laisser Guillaume vous présenter la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique. 2021, Guillaume, il est là depuis le début. Il a vu la naissance de cette stratégie-là, il a vu le premier plan d'action 2021-2023, puis il a travaillé très fort sur le plan d'action 2024-2026, d'où les actions qu'on va vous présenter sont tirées. Alors, je vais lui laisser présenter ça. Merci beaucoup. Très, très fier. Donc, une belle présentation. Premièrement, encore une fois, bonjour à tous. Et là, je suis content qu'on soit rendu à ce que j'appellerais le cœur du sujet. Donc, la stratégie d'intégration de l'IA dans l'admin public 2021-2026. C'est quand même important de se le rappeler. Donc, avant de parler des objectifs et des actions de stratégie, j'aimerais commencer peut-être par vous expliquer un peu pourquoi on a fait une stratégie en IA. Pour comprendre un peu la genèse de ça, il faut remonter un peu en arrière. Inquiétez-vous pas, je ne reviendrai pas trop en arrière. On ne retournera pas à Grèce antique, ni avec les années 50 avec Alan Turing. Là. On va quand même se concentrer dans les dernières années. Et donc, peut-être juste avant la pandémie, juste avant qu'on commence à parler de ChatGPT, dans les années 2010, il y avait déjà des organismes publics au gouvernement qui commençaient à expérimenter l'IA, à un peu tester comment on pourrait l'utiliser, à petite échelle, on va se le dire, à très petite échelle. Néanmoins, on commençait à avoir une vague qui se faisait. Donc, de plus en plus, il y avait des expérimentations. On jase entre nous, les organismes publics, c'est gros le gouvernement, mais on a quand même des façons de discuter entre nous. Donc, il y avait plusieurs constats qui ressortaient tout le temps. Des bonnes pratiques, des moins bons coups, des bons coups, des enjeux qui commençaient à être soulevés. Et rapidement, on s'est rendu compte, ces enjeux-là reviennent souvent. C'est souvent les mêmes. Peu importe le ministère ou l'organisme public qui les fait, que ce soit un petit organisme ou un gros organisme. Et c'est là où on s'est dit, peut-être qu'on devrait avoir une approche un peu plus globale. Peut-être qu'on devrait affronter ces défis-là que représente l'IA de façon plus unie.
D'où l'idée d'avoir une stratégie. Donc, comme vous pouvez le constater, on voulait quand même, on voulait tenter d'intégrer cette technologie-là dans nos services publics. On se rendait compte aussi qu'il commençait à avoir de plus en plus potentiellement des enjeux pour les employés de la fonction publique et même pour les citoyens. Et ben, c'est pas juste ça, il y a de nombreux défis aussi qui émergent avec l'utilisation de l'IA. Donc, pour assurer une action cohérente, concertée, c'est pour ça qu'on s'est dit on va se lancer dans une stratégie. Et comme je disais, ça faisait quelques années que les organismes publics avaient commencé à expérimenter ça. On s'est dit, bon, on va faire un comité d'organismes précurseurs qui vont pouvoir nous identifier ce serait quoi les éléments qu'on devrait mettre en branle. Et on s'est associé aussi à des chercheurs. On est très chanceux au Québec, on a un écosystème foisonnant qui centre de recherche, des sommités mondiales en IA. Donc, on s'est associé avec des chercheurs pour petit à petit monter une stratégie. On était autour de 2019. Donc, de fil en aiguille, on a identifié les actions qu'il y avait à faire, les différents éléments, les défis aussi, comme je le mentionnais, pour arriver à une stratégie en 2021. Et parlant de défis, quand on parle de défis, qu'est-ce qu'on va aborder dans une stratégie d'IA pour l'admin public? Il y en avait beaucoup, mais on s'est dit on va les résumer dans 6 grandes catégories. Donc, les catégories, comme vous voyez ici, qui sont premièrement des enjeux, des défis technologiques. Évidemment, donc puissance de calcul, ça reste un enjeu pour tout le monde, pour la fonction publique, mais également pour les entreprises. C'est aussi les enjeux au niveau des données. On dit souvent, pas de données, pas d'IA. Il y a peut-être un bémol. Ça peut être aussi, on a des données, mais des mauvaises données au mauvais endroit ou des données de moins bonne qualité, ben, ça peut faire de l'IA, mais peut-être pas l'IA qu'on veut. Donc, c'est un enjeu important. Les enjeux légaux, donc liés à l'encadrement, les régulations, Martin en a parlé. Donc, il y en a quand même plusieurs. On commence à en voir il y a quelques années, il y a 5-6 ans, mais là, on voit depuis la loi de l'Union européenne que ça commence à être quand même un élément très important. Ensuite, les défis éthiques, comment on utilise l'IA de façon responsable et sécuritaire, évidemment. Les défis sociétaux, tout ce qui est de l'impact sociétal, donc l'acceptabilité sociale, comment l'IA va affecter les différentes tranches de la population. Ça peut être de façon différente, là. Donc, l'IA, ce n'est pas juste pour des geeks. Monsieur, madame, tout le monde, de plus en plus, commence à s'intéresser à ça, mais aussi sent que ça va peut-être les toucher. Donc, comment on aborde ces défis-là? Et finalement, les défis managériaux. Parce que la fonction publique, ben, c'est des dizaines de milliers d'employés, même des centaines de milliers si vous incluez tous les différents réseaux. Donc, c'est plusieurs corps d'emploi différents qui vont être affectés par l'IA de façon différente, qui vont vouloir l'utiliser ou que leur métier va être transformé par ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de défis. Donc, et la stratégie, ben, on essaie d'adresser ces défis-là. Vous voyez, donc, stratégie, je disais 2021-2026, donc 5 ans. Vous allez me dire, en IA, 5 ans, c'est long. 5 ans au gouvernement, c'est court. Ça peut être très court même. Donc, c'est pour ça qu'on s'est donné cet horizon-là. De façon plus précise, en fait, pour mieux aborder les actions, on l'avait divisé en 2. On avait fait des actions 2021-2023. Puis je vous dirais que ça a été un bon réflexe parce que quand on a lancé la stratégie de ChatGPT, c'était à peine... Il n'y a pas grand monde qui en parlait. Puis, ben, regardez aujourd'hui, en 2024, c'est dur de passer une journée sans en entendre parler, que ce soit ça ou l'IA générative. Ensuite, les différents volets, comme vous pouvez le voir, donc, se répartissent en 9 objectifs qui sont elles-mêmes dans 3 axes d'intervention, et qui sont supportés par 5 grands principes de mise en œuvre. Les principes de mise en œuvre, en fait, c'était un peu nos guidelines qu'on se disait, bon, où c'est qu'on va aller avec la stratégie, c'est quoi notre carré de sable un peu. Rapidement, ben, le premier principe, c'était qu'on faisait de l'IA pour améliorer les services publics, pour faire en sorte que l'admin public soit performant. C'est pour ça qu'on fait des systèmes d'IA. Ce n'est pas pour le fun. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, même si c'est un peu. Et ensuite, le deuxième principe, c'était que l'IA doit se faire de façon en respect avec les enjeux pour les employés. Donc, une IA qui est respectueuse, des actions qui sont respectueuses des différents corps de la fonction publique. Le troisième principe, c'était de faire ça, que ce soit responsable. Donc, on ne veut pas donner les clés au système d'IA. Comme on dit, on veut que ce soit encore les gens qui soient gouvernés par des gens. Quatrième principe, c'était de faire en sorte que le respect de la vie privée, l'équité soit toujours respecté. Et finalement, cinquième principe, quand même important, vous allez voir les liens tout à l'heure,
c'est qu'on se base sur l'écosystème, justement, je disais, l'écosystème du Québec qui est foisonnant. Donc, on se base sur le génie québécois pour une bonne partie de nos actions. Là. Donc, on profite de ce brain power-là qu'on a chez nous. La portée. Vous voyez qu'on a mis ici là, les différents organismes qui sont impactés par la stratégie. C'est les ministères, les organismes, évidemment, mais c'est aussi les réseaux. Donc, les réseaux de la santé, le réseau de l'éducation, de l'enseignement supérieur, les différentes actions qu'on fait dans le cadre de notre stratégie vont avoir aussi un impact sur eux. Je parlais justement des 3 grands axes de la stratégie. Donc, la plupart de nos actions, la totalité de nos actions, en fait, se retrouvent dans ces 3 grands axes-là. Je passerai quand même rapidement pour se concentrer plus précisément peut-être sur les objectifs qui sont un peu plus précis. Donc, encore une fois, nos différentes actions se retrouvent dans ces 9 objectifs-là qui sont eux-mêmes dans 3 axes d'intervention. Donc, vous voyez qu'on est allé 3. Donc, si je prends le premier, par exemple, l'objectif 1, qui parle de maintenir un dialogue avec le citoyen. Donc, nos actions qui sont en lien avec l'acceptabilité sociale se retrouvent dans cet objectif-là. Comment on fait en sorte d'aller chercher l'acceptabilité sociale? Comment on fait en sorte de savoir si on s'en va dans la bonne direction? Est-ce que c'est un truc qui intéresse les citoyens? Est-ce que les citoyens ont des craintes ou des enjeux particuliers par rapport à tel défi ou tel élément qui émane de l'IA? Donc, c'est dans cet objectif-là qu'on fait ces actions-là. L'objectif 2. Excusez-moi, je regarde là parce que c'est ce que je vois, mais en fait, vous regardez derrière moi. Mais donc, l'objectif 2, c'est celui qui parle d'améliorer, outiller les différents organismes publics pour qu'ils puissent expérimenter l'IA. Je dirais que l'objectif 2 et l'objectif 3, ça va un peu ensemble. Donc, comment on fait pour outiller les organismes, comment on fait pour les aider à amener de l'expérimentation. Donc, ça a passé entre autres par la création de nos directions, pour appuyer les organismes publics, mais c'est aussi au niveau de la création d'un laboratoire d'expérimentation en IA qui est au sein du MCN. Donc, nos collègues du centre d'expérimentation qui sont derrière ce laboratoire-là et qui sont là aussi pour appuyer les organismes publics quand ils en ont besoin. L'axe 2, donc on est là dans ce cas-ci, on n'est pas dans la TI pure, mais plus dans tout ce qui orbite autour de ça. En premier lieu, toute la question, l'objectif 4, toute la question des ressources humaines, du management que je parlais tout à l'heure. Les actions qui vont être en lien avec la formation, la sensibilisation, le recrutement même d'experts au niveau de l'IA, sont dans cet objectif-là. Ensuite, l'objectif 5, les données. J'en parlais tout à l'heure, c'est primordial. Donc, comment on fait pour assurer une bonne gestion de la donnée? Je dirais que c'est important de façon générale. Là, si vous êtes dans une organisation, déjà avoir une bonne gestion documentaire, une bonne gestion de données, c'est très important, mais lorsque vous faites de l'IA, c'est encore plus important. Souvent dans le domaine garbage in, garbage out, c'est plus juste garbage in, garbage out, c'est garbage in, puis peut-être enjeu, risque potentiel important après. Ensuite, objectif 6, au niveau des acquisitions, si vous n'êtes pas dans le domaine des contrats, tout ça, ça peut paraître un peu aride, mais c'est très important parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a quand même souvent des beaux outils au niveau des solutions commerciales qui existent, mais il faut s'assurer qu'on fait l'acquisition de ces systèmes-là, de ces outils-là de façon responsable et en respect des différentes règles du marché. Donc, comment on fait pour s'assurer que le cadre réglementaire des acquisitions soit toujours respecté, mais aussi à l'affût de toutes ces nouveautés-là. Donc, ça, on travaille avec nos collègues des marchés publics, du courtier en info nuagique qui est au CN également. L'axe 3, ça c'est mon axe préféré. C'est sûr, tu es dans une équipe d'encadrement, donc tout ce qui est éthique, encadrement, c'est en plus dans notre créneau. Mais c'est quand même, je dirais, là, les 3 grands objectifs, vous allez voir là, c'est quand même du stock, comme on dit. Donc l'objectif 7 qui est au niveau de l'encadrement légal. Comment on fait pour s'assurer que notre cadre juridique est toujours d'actualité. Donc, travailler avec le ministère de la Justice, nos collègues aussi, on a une direction spécialisée en droit des technologies d'information à même le ministère. Donc, plusieurs avocats qui sont là pour nous appuyer là-dessus. Ensuite, l'objectif 8, c'est toute la question de l'encadrement éthique et de la sécurité au niveau de l'utilisation responsable de l'IA. Évidemment, c'est au cœur de notre direction. Vous allez voir, il y a plusieurs actions qui ont été faites et qui continuent à l'être au niveau de cet objectif-là. Et finalement, l'objectif 9, c'est un peu lié aux 2 autres, finalement, la gouvernance. Il faut mettre un cadre en place, mais comment on s'assure que
les personnes responsables, les différents intervenants sont là au bon moment. Donc, l'objectif 9, c'est au niveau de la gouvernance. Je vais me permettre un aparté dans la présentation. Juste pour vous parler que, en fait, ce que je veux, c'est vous contextualiser les actions qu'on a posées, parce qu'on vous a choisi 6 actions, puis il y a un sens à ces actions-là. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a, en mois d'août, on a publié un énoncé de principe pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle par les organismes publics, donc publié par arrêté ministériel qui rend obligatoire la mise en œuvre de ces principes-là tout au long du cycle de vie d'un système d'IA par les organismes publics. Donc, ça touche autant la première phase de planification, autant jusqu'à la fin là, du système, sa fin de vie. Dans cet énoncé-là, oui, on énonçait des principes d'IA responsables à mettre en œuvre, mais sous certaines considérations. Puis il y a une des considérations qui a envoyé un signal vraiment intéressant en termes d'encadrement, puis c'est un signal que je me permets de vous souligner aujourd'hui, c'est qu'on considère la proportionnalité. Ce qu'on veut dire là-dedans, c'est que les moyens qu'on va mettre en place pour mettre en pratique chacun des principes de l'énoncé doivent être proportionnels au niveau de risque encouru et aux bénéfices recherchés par la démarche de mettre en œuvre un système d'IA. Ce que ça veut dire à quelque part, c'est qu'on se dirige vers un encadrement basé sur la gestion des risques. On l'a vu peut-être un peu en Europe, on l'a vu au Canada. On voit que dès l'encadrement, ce qu'on veut faire, c'est de mettre des catégories de risques et d'ajuster des mesures à mettre en place pour justement minimiser ce risque-là ou s'assurer qu'il y a une gouvernance adéquate sur tous les projets. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là, dans cette volonté-là de se diriger vers cet encadrement-là basé sur la gestion des risques que Guillaume va vous présenter nos actions 2024-2026. Merci. Comme on vient de le mentionner, puis ce que je venais de vous présenter, ce que vous avez vu, c'est ce qu'on avait établi en 2021. Donc, qui ont été faits. Et le moment est venu de voir un peu qu'est-ce qui se passe pour l'avenir, qu'est-ce qu'on fait. C'est quelques-unes des actions qu'on vous présentait là, évidemment, qui vont être dans nos prochaines actions 2024-2026. Il y en a plusieurs autres. Donc, vous pensiez en sortant d'ici, il y a juste ces actions-là. Il y en a d'autres. Mais on se dit, on va vous arriver avec un peu comme un petit trailer, une petite bande-annonce, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on commence justement avec l'élément que Martin venait de parler. L'encadrement de la prise de décision automatisée. Je ne sais pas s'il y en a que, ici dans la salle, si je leur parle de l'outil d'impact algorithmique du gouvernement fédéral. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bref, c'est un élément, c'est une directive et un outil d'évaluation que le Conseil du Trésor du Canada a mis en place il y a quelque temps déjà pour ces organismes publics, pour qu'ils évaluent lorsqu'ils font un système d'IA, s'ils sont dans le droit chemin, dans le bon. Est-ce qu'ils respectent les différentes règles? Est-ce qu'ils ont pensé de faire tel élément, telle chose? Un checklist, mais un petit peu plus gros, quand même. Je pense environ 80 questions qui sont posées. Là. Plus que juste une petite checklist avant d'aller à l'épicerie. Donc, cet élément-là qu'on s'est dit, c'est super intéressant. Donc, comme je disais tout à l'heure, on veut s'inspirer des bonnes pratiques. Alors, c'en est une. Donc, l'intégrer pour nos prochaines actions. Donc, c'est la mise en place d'une directive, mais qui va être accompagnée aussi, c'est ça qui va être le plus pratique pour les organismes publics, d'un outil d'évaluation, justement un outil d'analyse de risque pour l'ensemble de leur système d'IA. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va avoir une meilleure reddition de compte au niveau des organismes publics, de la fonction publique, lorsqu'il y a une utilisation des systèmes d'IA. L'impact environnemental. Là, il y a 4-5 ans, lorsqu'on a commencé à travailler la stratégie, pas exactement dans nos priorités. Petit à petit, surtout on le voit avec les grands modèles de langage, avec les différentes... on voit de plus en plus au niveau de l'IA, ça commence, comme on dit en bon français, à tirer du jus de l'IA. Donc, que ce soit au niveau de la consommation de l'énergie, que ce soit au niveau des gaz à effet de serre, de la consommation de l'eau aussi. Donc, que ce soit au niveau des grands centres de traitement de données ou quand vous, moi, on l'utilise, tout ça, ou quand c'est la conception même du système, on se rend compte que ça commence à avoir un impact. Donc, l'idée ici, c'est de fournir aux organismes publics une boîte à outils qui vont leur permettre justement d'évaluer c'est quoi l'impact du système qu'ils aimeraient utiliser. Est-ce que je vais améliorer mon bilan carbone? Mettons je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec l'effet rebond ici. C'est beau de dire on va mettre des systèmes, des capteurs, des systèmes d'IA pour nous aider à détecter telle chose, sauf que si on se rend compte que la quantité de données qui est
cruncher ou la quantité de capteurs ou d'autres outils qu'on a dû utiliser, ben, ça se ramasse tout au dépotoir dans 2 ans. Puis, ben, on n'est pas... c'est peut-être pas la meilleure idée, ou du moins, il va peut-être falloir le calculer dans notre impact. Donc, lorsqu'on parle d'effets rebonds, ou tout simplement de calculer les impacts environnementaux, la consommation d'énergie, ben, ça fait partie de ça. Et c'est une action qu'on fait en collaboration avec nos collègues du ministère, avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est un long nom de ministère. Et c'est avec eux qu'on travaille là-dessus, et également avec des experts universitaires. Tout à l'heure, je vous disais qu'on s'appuie sur le génie québécois, sur l'écosystème qu'on a ici au Québec. Bien, ça fait partie de ça. Il y a plusieurs des actions qu'on a fait au cours des dernières années et qu'on continue à faire, qui sont en collaboration justement avec différents experts, différents centres de recherche. Et dans certains cas, comme c'est le cas pour ces actions-là, bien, on le fait aussi avec nos collègues des différents ministères concernés. Donc, c'est une stratégie gouvernementale, donc ce sont des actions gouvernementales qui demandent une concertation. La fracture numérique. Autre élément qu'on entend de plus en plus parler depuis les dernières années. Ici, l'action, ce qu'on cherche, c'est identifier comment l'intelligence artificielle peut aider à diminuer cette fracture. Et je vous dirais aussi comment on peut faire pour ne pas l'agrandir en utilisant l'intelligence artificielle. On parlait de l'acceptabilité sociale tout à l'heure, ou de voir tout l'objectif 1, là, de mesurer l'impact sur les citoyens, dialoguer avec les citoyens. Bien, ça fait partie de ça. Donc, si on souhaite déployer des systèmes d'IA, bien, ce serait bien que ces systèmes-là soient vraiment au bénéfice de la population, donc de toute la population, et non pas une seule tranche qui est à l'aise avec la technologie. Encore une fois, ce sont un travail qui va être fait avec nos partenaires de l'écosystème. La transparence. Alors, ça, je vous dirais, la transparence, ça fait partie des éléments qu'on entend en IA depuis le début. C'est un principe qui est bien, mais comment qu'on le met en branle? Donc ici, il y a 2 éléments plus précis. Donc, le premier, c'est la publication d'un portrait public de l'utilisation des systèmes d'IA dans la fonction publique. Une mesure qu'on nous avions déjà annoncée, donc il y a quand même un certain temps, mais il fallait quand même collecter cette information-là. La collecte a été faite un peu plus tôt cette année. Et vous allez voir très bientôt ce portrait, ou registre si vous préférez, là, portrait, registre. L'important, c'est que vous allez pouvoir voir à un seul endroit, c'est quoi les différents systèmes d'IA qui sont déployés dans les services publics. Le second élément de cette c'est s'assurer, c'est beau de dire, OK, il y a des systèmes d'IA qui sont à tel endroit, mais qu'en est-il pour les nouveaux? Donc, c'est de s'assurer que les nouveaux systèmes d'IA qui vont être déployés vont être identifiés. Lorsque vous allez arriver sur un service public, s'il y a de l'IA qui est utilisé, bien, ça va être indiqué. Je souhaite aussi appliquer ça au contenu visuel, audio, vidéo, bref, le contenu médiatique qui serait utilisé là, par les services gouvernementaux. Donc, je ne sais pas, vous voyez, là, depuis tout à l'heure, j'ai des images ici. By the way, ce sont tous des images générées par l'intelligence artificielle. Honnêtement, ce n'est pas les meilleures. Et c'était le but. C'était le but. Je parlais tantôt là, de l'impact environnemental. J'aurais pu la refaire travailler 40, 50 fois, dire non, je veux ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, c'est quand même juste des images. C'est mieux que si c'était moi qui les avais fait, mais ça pourrait être mieux. Donc, je vous dirais qu'il y a encore une place pour, de un, pour les véritables artisans, mais de deux, l'important, c'est que vous voyez ici, il y a un petit logo en bas à droite. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu récemment sur LinkedIn. On commence à voir des fois, quand c'est des images générées par l'intelligence artificielle, il y a une espèce qu'on appelle un tatouage numérique. Donc, quand je disais que ça va être notre but, ça va être d'identifier ces images-là, ce contenu médiatique-là, bien, c'en est un exemple. Je ne dis pas que ça va être exactement comme ça, mais pour l'instant, bien, au moins, là, je vous le dis, hey, j'ai utilisé l'IA pour faire ces images-là. Ce n'est pas moi qui ai fait ça tout seul sur mon ordinateur. De toute façon, je ne pense pas que je serais capable de faire ça. Autre action. Le positionnement du Québec à l'international. Il y en a qui le savent, mais le Québec est quand même, ça fait plusieurs fois que je le dis depuis le début de la présentation, mais on a un très bel écosystème. On est quand même chanceux de compter sur ces experts-là, sur ces centres-là, et ça fait en sorte que le Québec est quand même très judicieusement placé à l'échelle internationale. C'est quelque chose qui est en branle depuis plusieurs années. Le Québec s'est positionné au
niveau, entre autres, pas juste au niveau de la recherche pure, mais au niveau de l'encadrement de l'IA, de l'utilisation responsable, que ce soit en étant un des premiers États à participer au partenariat mondial en intelligence artificielle, que ce soit aussi en s'engageant auprès des principes de l'OCDE, que ce soit aussi avec la collaboration des recommandations sur l'éthique en intelligence artificielle de l'UNESCO. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on est présent là-dessus et on veut continuer à le faire. On veut même aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'en collaboration avec nos collègues du ministère des Relations internationales et de la francophonie, encore une fois, comme je dis, c'est une action gouvernementale, c'est une stratégie gouvernementale, donc on travaille ensemble, ce n'est pas juste un ministère. Donc, on veut mettre en branle, aller plus loin finalement dans ces actions-là. Ça va nous permettre de favoriser le partage d'expériences entre nos différents, collègues ici au ministère, nous autres, ou d'autres collègues qui sont dans le reste du gouvernement. Donc, ça va nous permettre de favoriser cette expérience-là avec d'autres gouvernements. On disait tout à l'heure qu'on voulait s'inspirer des meilleures pratiques. Je vous dirais, la meilleure façon de s'inspirer des meilleures pratiques, c'est de savoir que ces meilleures pratiques-là existent. Parfois, c'est évident, d'autres fois moins. C'est en discutant avec les autres gouvernements qu'on peut s'en rendre compte. Et c'est aussi en faisant en sorte que le Québec soit actif sur la scène internationale au niveau des grandes chartes, des grandes conventions au niveau de l'IA. Au final, ce n'est ni plus ni moins que de positionner le Québec parmi les leaders mondiaux de l'IA responsable. Est-ce que c'est ambitieux? Oui, peut-être. Moi, je dirais que j'aime mieux être parmi les leaders mondiaux en IA responsable que juste dire on utilise l'IA. Ensuite, la gestion du changement. Ça, c'est un autre élément que j'ai parlé tout à l'heure. Comment on peut faire pour faire en sorte que l'IA soit intégrée de façon respectueuse auprès des employés de la fonction publique. Comme je vous le disais, on a des centaines de corps d'emploi différents. Ça peut être des gestionnaires, des professionnels, des techniciens. Ça peut être des ouvriers aussi dans les différents ministères, là, du transport, ressources naturelles. Donc, il y a plein de corps d'emploi différents. Ça peut être aussi dans les réseaux, donc au niveau de la santé et de l'éducation. Donc, comment on fait pour que ces gens-là bénéficient d'une bonne sensibilisation, de la bonne formation? Ça peut être différent selon les différents corps de métier. Je dirais qu'il y a des grandes lignes qui se retrouvent souvent, là, mais il faut s'assurer que ces gens-là soient sensibilisés. On ne veut pas que les gens, tout d'un coup, disent « Ah ouais, j'ai fait quelque chose avec l'IA, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi ça a donné ça, mais c'est ça. » On veut éviter ça. On ne veut pas non plus faire peur aux gens. Il y a quand même des grands avantages de pouvoir utiliser l'IA de façon efficace, mais justement, c'est ça. C'est quand on sensibilise et quand on forme les gens qu'on peut s'assurer qu'il va y avoir une bonne utilisation. C'est comme une voiture. On ne donne pas les clés d'une voiture à un ado de 15-16 ans en lui disant « Vas-y ». Il y a des cours. On le forme au niveau du Code de la sécurité routière, c'est la même chose. C'est aussi, et on ne se le cachera pas dans cette action-là, on cherche aussi à recruter, à aller chercher plus d'expertise en IA au sein de la fonction publique. Les experts en IA, les scientifiques de données, c'est quand même une denrée rare et ça ne court pas les rues. Ce n'est pas évident d'aller les chercher ou de les retenir. Donc, une de nos actions qu'on fait avec nos collègues, pour ceux qui connaissent plus la fonction publique, là, tout ce qui est tout l'aspect RH, ça c'est au Conseil du Trésor. Donc, comment on peut faire pour aller chercher ces experts-là? Est-ce qu'il faut revoir nos différents corps d'emploi, encore une fois? Est-ce qu'il faut adapter la dotation? Donc, c'est quand même, je dirais, une tâche complexe que je ne me lancerai pas dans les détails aujourd'hui, mais c'est primordial si on veut continuer à intégrer des systèmes d'IA, qu'on veut continuer à être des utilisateurs responsables. Il faut quand même qu'on ait l'expertise pour ça. Et parlant l'expertise. Donc, en conclusion, vous savez que la direction, je l'ai dit au début, on est là depuis peu. Donc, on est en recrutement. Éventuellement, les postes seront affichés là, publics. Là. On espère justement qu'il n'y ait pas de gel d'embauche, mais on veut vraiment aller chercher du monde aussi à l'externe autant qu'à l'interne. Donc, on va pouvoir afficher ces postes-là. Je vais quand même faire peut-être une petite parenthèse pour qu'est-ce que ça fait un conseiller en encadrement de l'intelligence artificielle. Vous en avez un devant vous, un expert, mais qu'est-ce que ça fait au quotidien puis qu'est-ce que ça va faire également dans les prochaines années? Ça va principalement travailler sur les outils. Donc, vous avez vu 2 outils qui sont en cours là, de construction.
Si vous voulez arriver au début là, de l'encadrement de l'intelligence artificielle dans l'administration publique, c'est le temps d'arriver parce que ces outils-là vont être vraiment importants pour faire cet encadrement-là. On parle de l'outil d'incidence algorithmique, un outil d'analyse de risque, mais aussi l'outil d'impact environnemental. Parce que cette action-là a été vraiment là, portée par la direction de l'encadrement. Donc, c'est nous qui l'avons proposé, qui l'avons défendu. C'est joint le ministère de l'Environnement à nous et aussi des partenaires et des chercheurs, comme Guillaume en a parlé. C'est vraiment quelque chose qu'on est vraiment fiers de pouvoir amener au gouvernement et qu'on cherche des personnes aussi que, si ça les intéresse, s'ils veulent vraiment participer à ce développement-là, c'est de manifester votre intérêt lorsque les postes seront affichés. Retenez le nom conseiller en encadrement de l'intelligence artificielle. Aussi, en encadrement, on ne travaille pas seul, isolé dans un bureau. On travaille en collaboration avec les organismes publics, avec l'écosystème. Vous allez avoir la chance de rencontrer les autres organismes publics, de rencontrer les gens de l'écosystème, de travailler avec eux, de participer à des ateliers. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour quelqu'un qui veut se développer une carrière aussi dans ce domaine-là spécifique. Et aussi, vous allez travailler sur des directives, des orientations gouvernementales, des bonnes pratiques. Fait que vous êtes vraiment au centre de ce que c'est l'encadrement de l'intelligence artificielle. Et aussi, vous avez la chance de collaborer aussi à l'international, là, comme Guillaume a présenté. On collabore aussi avec divers gouvernements ou institutions. Donc, dans cette collaboration-là, vous aurez aussi, là, si ça vous intéresse, de venir participer à ces travaux-là. On a des bureaux à Québec, à Montréal et en région. Donc, peu importe où vous êtes dans la province, là, vous pouvez travailler au MCN maintenant. Donc, on est arrivé en 2024 avec nous aussi des technologies de télétravail beaucoup plus avancées. Fait que ça peut être intéressant, même si vous êtes à Montréal. Je sais qu'avant, il fallait venir à Québec quand on travaillait au gouvernement. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a vraiment cette flexibilité-là. Fait que si vous connaissez des personnes qui sont intéressées ou vous-même vous êtes intéressé, surveillez bien le poste de conseiller en encadrement de l'intelligence artificielle. Tu précisais, on a même des bureaux à Saguenay. Un de nos collègues, un de nos spécialistes en IA qui est là, que je lui parle tous les jours. Donc, même si on n'est pas dans la même ville, on se parle tout le temps. Donc, oui, en fait, on voulait aussi annoncer qu'il y a une page web qui va sortir sur québec.ca. Fait qu'on va en faire avoir une autre page web pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la première publication devrait être le guide des bonnes pratiques pour l'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans l'administration publique. Donc, vous pourrez aussi le consulter. Et ça va décrire, dans le fond, ce qu'on fait, nous, comme direction de l'encadrement, mais aussi, vous allez avoir le centre d'expertise aussi qui va publier ses propres choses au niveau technique. Fait que vous avez de l'intérêt autant pour l'encadrement que pour les aspects plus techniques. Ça va être la page à rajouter dans vos favoris. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a encore 9 minutes 10 pour des questions. J'imagine qu'il faut que j'amène le micro. Oh, vous y allez? Oui, parfait. Donc, la dame avec... Alors, question pratico-pratique. Si on est un organisme qui veut faire appel à vos services conseils, on fait comment? En fait, on a une boîte qui s'appelle encadrement.ia à commercial.mcn.gouv.qc.ca. Je pensais qu'on l'avait affiché, mais on ne l'a pas. Peut-être venez me voir, je vais vous la donner. C'est vrai, c'était quand même un oubli, mais effectivement, vous pouvez nous joindre par cette boîte-là. Puis on pourra regarder votre besoin puis voir comment on peut vous aider au niveau de l'encadrement. Super, merci. J'avais vu une autre main, oui, de ce côté-ci. Bonjour. Hein, ouais, vous avez mentionné les impacts environnementaux des projets d'IA sont de plus en plus considérés. J'avais juste une question, je ne sais pas pour vous répondre, mais on a-t-il une idée des limites à quel moment une IA devient irresponsable environnementalement parlant? C'est une excellente question. Et je dirais que quand on regarde la littérature qu'il y a pour l'instant, c'est pas clair tout le temps. Donc, il y a tellement de facteurs à prendre en considération parce qu'on pourrait se dire, OK, on pourrait prendre juste l'élimination de CO2. Premièrement, il faut avoir ces chiffres-là pour le calculer. C'est pas tout le temps évident. Mais on pourrait dire aussi, c'est-tu l'eau qui est consommée par le serveur? Dépendamment que le serveur ou que la façon que ça a été développé, peu importe, est-ce que c'est au Canada, est-ce que c'est dans un autre pays, c'est quoi de quelle façon qu'ils alimentent ces serveurs-là. Ensuite, il y a toute la question de l'utilisation. Et il y a aussi, est-ce qu'en utilisant ces systèmes-là, ça nous permet de sauver à une autre place ou ça n'amène pas davantage? Parce que la pertinence aussi, c'est important. Bref, il
posez une bonne question, puis je vous dirais que c'est pour ça qu'on fait l'action, justement. Quand on veut avoir des outils d'analyse, on va en développer, c'est parce qu'il n'y en a pas une tonne pour l'instant, puis on en veut qui puissent aider vraiment les organismes publics à le faire. Ça vous intéresse? Venez nous voir. Si je peux rajouter là-dessus, étant donné que j'œuvre dans les deux secteurs, l'analyse de cycle de vie est peut-être une belle option pour aller voir. Voilà, il y a des fans ici. Une autre question, on a là-bas, oui. Ah, bah oui. 1, 2, 2. Ouais, OK. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, vous avez parlé que vous travaillez avec l'enseignement supérieur. Il y a une nouvelle table de concertation nationale là, sur l'IA en enseignement supérieur. Je voulais savoir comment ça s'orchestre tout ça, finalement. Qui drive qui dans cette espèce d'écosystème? En fait, oui, on participe à ça. C'est même ma patronne directe qui est sur ça. On peut pas beaucoup vous donner de détails sur qu'est-ce qui se passe sur ce comité-là. C'est plus des questions qu'il faudrait poser à ceux qui organisent là, cette table-là. Qui drive ça? C'est plus à eux autres à vous répondre. Non, je ne peux pas répondre pour eux autres. Là. Je peux peut-être répondre par rapport à ça. C'est tantôt, quand je mentionnais que la stratégie touche les réseaux, effectivement, jusqu'à une certaine limite. Par exemple, les réseaux de la santé, les réseaux de l'éducation, les réseaux de l'enseignement supérieur ont aussi leurs lois qui viennent délimiter leur carré de sable. Donc, je voudrais par contre, tous les projets en recherche, qui tombent souvent dans le réseau de l'enseignement supérieur ou de la santé, ça, on est moins là-dedans, parce que c'est vraiment dans leur créneau. Les autres, on va être dans ce qu'on appelle le créneau de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles. Mais on se parle. Je veux dire, c'est sûr qu'on veut s'assurer que telle action qui est prise, qui met en branle à tel endroit, n'impacte pas négativement ou ne vient pas contredire telle autre action. Il y a aussi une certaine liberté. Là, les organismes publics peuvent aussi arriver avec leurs propositions, surtout quand ils ont des gros réseaux comme c'est le cas présentement. Nous autres, on ne peut pas être partout. Là, donc, c'est une question de s'adapter au contexte. Dans le fond, la réponse, c'est oui, on est impliqué. Puis effectivement, comme Guillaume vient de vous le préciser, là, on a chacun notre champ d'application quand même bien défini. Là. On va avoir le temps pour une dernière question. Là-bas, oui. Bonjour tout le monde. Agent de développement numérique culturel. Donc, je me demandais, en fait, je laisse aller pour commencer le travail du Québec dans le CDE aussi, que dans la diversité d'expression culturelle, que dans en général l'UNESCO par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle. Mais ma question porterait plus sur l'intérêt peut-être de voir aussi en silo les besoins peut-être ministériels, particulièrement au niveau de la culture. Puis je me demandais si vous aviez porté une attention à cet effet. Parler par rapport au niveau de la culture directement? Du ministère du MCC. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques dans certains ministères? Parce qu'on sait très bien que la double nature des biens culturels, que c'est pas vraiment traité de la même façon. Je sais pas si c'est clair comme question, je suis désolée. Puis je vois que j'ai des collègues du MCC dans la salle, donc je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Mais encore une fois, comme je venais de dire, c'est ça va dépendre du contexte. Il y a une certaine liberté qui est laissée aux organismes publics, surtout quand ils ont des créneaux, encore une fois, spécifiques. Je vous dirais, s'il y a un organisme public qui me dit hey, « moi, pour mes employés, je vais leur dire qu'ils peuvent utiliser ChatGPT comme ils veulent », là, je vais leur dire, t'as peu, là, viens nous parler. Par contre, s'il y a un ministère, par exemple la culture, qui s'intéresse aux enjeux plus spécifiques au milieu culturel, ben moi, je ne suis pas agent en culture. Donc, c'est sûr que nos collègues là, qui sont plus dans ce créneau-là, mais on va se parler quand même. Comme je disais, on va s'assurer justement que nos actions réciproques ne viennent pas se contredire. Là. Merci beaucoup. On peut peut-être applaudir une dernière fois avant la pause. Merci. Donc, on a une pause de 15 minutes. Je vous invite à revenir à 14 heures pour un panel présenté par XN Québec, Connecter la culture et les gens, le pouvoir des nouvelles technologies. Donc, 14 heures, retour dans cette salle.